Alors, je vais faire une vidéo qui va grouper deux thèmes. Je pensais faire deux vidéos distinctes, mais je pense que ça vaut la peine de les grouper, de grouper les thèmes en tout cas, parce que je pense que c'est lié. Alors, on a vu que J.D. Vance, qui est le vice-président des États-Unis, joue un rôle assez important. Lorsqu'il est venu, il a fait un discours à Munich, il a fait un discours aux États-Unis, au CPAC, c'est-à-dire le mouvement conservateur américain. Il a fait pas mal de discours où il répète quelques thèmes importants. D'abord, le déclin de l'Occident, et notamment de l'Europe. Il parle aussi de l'islamisation de l'Europe. Il a fait une blague en disant que le premier pays musulman à avoir l'arme nucléaire, ce serait l'Angleterre. Bon, évidemment, c'est faux. Hein, le Pakistan est un pays musulman qui a déjà l'arme nucléaire. Bon, donc, mais bon, j'ai compris la blague et je pense que ceux qui connaissent la situation en Angleterre approuveront, malheureusement. Bon, peut-être que la France sera la prochaine, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, voilà. Il fait aussi beaucoup de références à Dieu, parce que c'est un chrétien pratiquant. Alors je sais que ça c'est des moqueries, surtout chez les Français, chez les Européens en général, mais surtout chez les Français, qui sont déchristianisés depuis très longtemps. Eh bien les amis, vous avez tort, parce que c'est très important. En politique américaine, mais aussi dans les communautés américaines, la croyance en Dieu, la foi, la pratique religieuse, c'est très important. Alors évidemment, vous aurez moins de pratiques religieuses à New York City que dans l'Alabama, par exemple. C'est vrai, en moyenne, c'est tout à fait exact. Mais il reste quand même, il y a plein de lieux de culte à New York City, bien sûr, et c'est tout à fait souhaitable. Mais c'est vrai que globalement, les Américains sont beaucoup plus pratiquants, quelle que soit leur religion, que les Français, par exemple. Donc évidemment, il y a beaucoup de références à Dieu, à la foi, etc. Donc moi, ça me choque pas du tout. Hein, mais c'est vrai que ça peut choquer des gens qui font un amalgame entre laïcisme et séparation de l'État et de l'Église. Qui n'a rien à voir. Les deux concepts sont complètement différents. Et je dois avouer que je crois que les Français n'ont pas compris la différence entre la séparation de l'Église et de l'État, qui existe aussi aux États-Unis. Il n'y a pas de religion officielle aux États-Unis, non. Et c'est pas la religion, c'est pas une église organisée qui détermine la politique américaine, mais il y a des présidents, il y a des députés, il y a des sénateurs qui ont des foi différentes, qui sont de religions différentes et qui ont le droit d'exprimer leur foi et d'être inspirés par leur foi dans leurs actions politiques, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Par exemple, si on est contre l'avortement, c'est qu'on a une conception de la vie qui est différente et qui est probablement inspirée par la religion et la foi. Donc c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème. Voilà. Donc ça c'est un autre point important. Alors J.D. Vance, je vais vous raconter un petit peu qui il est parce que c'est important de le noter et ça me permettra de faire la transition vers la deuxième partie de la vidéo qui consistera à expliquer pourquoi les Français ont une perception complètement faussée des Américains. De la psyché américaine, je dirais même. Donc, J.D. Vance, c'est un garçon qui est né dans une famille pauvre blanche, dans les Appalachiens. Alors j'avais fait une vidéo, j'avais expliqué ce que c'est que les Appalachiens. Les Appalachiens, c'est une chaîne de montagnes qui couvre sud-ouest, nord-est, à peu près un bon tiers des États-Unis. Voilà, le tiers est des États-Unis, je dirais, à peu près. C'est magnifique, c'est très très beau comme paysage, c'est très grand, ça va de l'Alabama jusqu'au Maine, et c'est des montagnes, c'est des vallées, c'est extrêmement beau. Bon, mais c'est une région très pauvre, parce que les gens sont isolés, etc., etc. Il y a très peu de services publics, hein, j'en parlais dans une de mes vidéos, hein, c'est pas comme New York où il y a des services publics partout, même s'ils ne sont pas très efficaces. Mais quoique il n'y en a pas partout, il y en a partout dans les grandes villes et peu dans les campagnes. Là aussi, il y a un déséquilibre assez manifeste. Bon, mais
Sa famille a déménagé dans l'Ohio parce qu'ils avaient besoin de travailler. Il n'y a pas de travail dans les Appalachiens, donc ils sont allés dans l'Ohio. C'est là où il a été élevé. Et restant quand même dans une famille pauvre, il a décidé à 18 ans de s'engager dans l'armée. Parce que l'armée américaine, c'est un moyen de s'élever socialement aussi. Alors, pourquoi? Parce que l'armée propose des contrats et dans les clauses de ces contrats, il y a notamment une aide à l'éducation. Donc en fait, comme les études sont très chères, j'avais fait une vidéo là-dessus, il avait la possibilité, donc, à la sortie de l'armée, d'avoir ce qu'on appelle le GI Bill, qui est une invention de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait des merveilles sur des milliers d'anciens soldats qui ont pu faire des études gratuitement et qui sont devenus médecins, avocats, enfin, chercheurs. Des professeurs, sont des gens qui ont été... qui ont eu en fait une seconde partie de la vie extraordinaire. Ça aurait pu être des alcooliques ou des drogués, ils ont décidé de faire des études et ils s'en sont sortis. C'est le cas de J.D. Vance. Lui aussi, à la sortie de l'armée, il a fait des études brillantes. Il est allé à Yale, il est allé à, je ne sais plus où d'ailleurs, Stanford ou Harvard, je ne sais plus. Et c'est quelqu'un qui est devenu avocat, etc. Donc un type très brillant. Bon. Et en fait, c'est un idéologue. Et c'est quelqu'un qui est l'un des idéologues de ce qu'on appelle le national-populisme. Alors je ne vais pas vous le définir parce que c'est un petit peu un amalgame de conservatisme et puis aussi d'isolationnisme un petit peu. C'est l'Amérique, c'est Make America Great Again, mais c'est America First aussi. Donc c'est les deux choses en même temps. Et alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils se disent oh c'est pas bien, ils se renferment sur eux, etc. Non, parce qu'il y aura toujours du commerce international et puis l'Amérique est un pays quand même qui reste hégémonique aujourd'hui, même si ça décline énormément, mais c'est vrai que c'est un pays qui intervient dans le monde, donc l'isolationnisme complet ça n'existe plus, c'est fini ça. Mais bon, une sorte de retour vers soi, prendre soin des siens d'abord avant de prendre soin des pygmées de Nouvelle-Guinée ou des choses comme ça. Bon, c'est pas être égoïste, c'est simplement mettre des priorités avec des ressources qui sont nécessairement limitées. Bon, et donc il est l'un des idéologues du national-populisme et c'est quelqu'un qui a fait pas mal d'interviews où il expliquait sa vision des choses. Et c'est ça qui est intéressant, et on voit ça de plus en plus. Donc je pense qu'il va falloir garder un œil sur J.D. Vance, parce que c'est quelqu'un qui va monter en puissance dans les 4 prochaines années, et qui peut être le candidat naturel à la succession de Donald Trump. Voilà. Bon, il y a DeSantis aussi, qui est le gouverneur de Floride, que nous aimons énormément. Mais bon, il n'y a pas un déficit de talent à droite aux États-Unis. Ce qui est probablement... ce qui est le problème en France, où il n'y a pas de talent vraiment à droite en France. Il faut dire les choses. Donc, par contre, aux États-Unis, il y a pas mal de talents et des gens qui sont très très bons. Alors, justement, la perception de la psychologie américaine par les Français. Les Français pensent justement que les Américains ne sont pas des idéologues, ils sont un peu bébêtes, ils ne réfléchissent pas, etc. C'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. Les Américains sont des gens qui sont très attachés à leur liberté, à leurs droits. Et je parlais de la liberté d'expression, c'est très important. Il y a eu beaucoup de censure pendant le Covid. Et c'est les républicains, notamment Donald Trump et Elon Musk, qui ont ouvert réouvert la liberté d'expression après une censure absolue sur certains réseaux sociaux, sur certains thèmes. Et ça, c'est une très bonne chose aussi. Les Américains veulent de la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression? La liberté de mentir, la liberté de raconter n'importe quoi, la liberté de se moquer, la liberté même d'insulter. Parce qu'une liberté comme ça, la liberté d'expression vient avec de la responsabilité. Et ça, les Américains, ils savent ce que c'est que la responsabilité. Il n'y a pas d'infantilisation aux États-Unis. Il y a des tentatives d'infantilisation par les démocrates, mais en général, les Américains sont beaucoup plus durs que ça.
et ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas l'infantilisation, la paternalisation, ils n'aiment pas ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, on est responsable, on sait ce qu'on fait. Si demain il y a un problème, on assumera les conséquences. Voilà. C'est ce qui explique pourquoi, par exemple, Candice Owens, que je n'aime pas particulièrement, raconte des trucs sur Brigitte Macron, même si je trouve que c'est débile, que c'est une diversion, enfin ça n'a aucun intérêt à mon avis, mais bon. Mais justement, la liberté d'expression, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, mais elle a le droit de le dire, elle a le droit de l'exprimer comme elle veut, quand elle veut. C'est comme ça. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de cadre, il y a simplement les gens qui expriment ce qu'ils veulent et la responsabilité qui va avec. Si demain Mme Macron veut faire un procès en diffamation à Mme Candice Owens, elle est tout à fait libre de le faire. Évidemment, ça va coûter cher, c'est compliqué, c'est aux États-Unis, etc. Il faut prouver qu'elle a été malicieuse. C'est compliqué, hein, la diffamation aux États-Unis, c'est compliqué. Hein. On ne gagne pas systématiquement. C'est pas comme en France où on dit que quelqu'un est un idiot ou un crétin, on va gagner rapidement quelques milliers d'euros minimum. Si c'est pas des millions. Bon, donc ça, c'est scandaleux. Aux États-Unis, on ne fait jamais ça. C'est très très rare quand quelqu'un gagne un procès en diffamation aux États-Unis. Très très rare. Donc voilà. Donc je pense que, au travers de cet exemple de liberté d'expression, les Français se trompent sur la psychologie américaine. Les Américains sont des gens qui sont très attachés à leur liberté et qui feront tout pour la défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en élisant Donald Trump à la place des démocrates, qui eux ne respectent pas la liberté d'expression. Donc, en fait, la perception que les Français ont des États-Unis, il y a deux perceptions. Il y a la perception des États-Unis, du pays, l'American Dream, Hollywood, New York, etc., etc. Donc tout ça, c'est du tourisme, c'est du marketing. Les Français adorent venir à New York, acheter des tennis Nike ou Adidas à 30 ou 40 $, c'est beaucoup moins cher que chez Decathlon à Paris, etc. Ils adorent ça, ils rentrent avec des valises pleines et ils sont très contents. Bon, je critique pas, tant mieux, mais bon, c'est pas ça l'Amérique. L'Amérique, c'est une idée de liberté qui a été bafouée pendant très longtemps. Et c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Ils recherchent à retourner à la source de cette liberté, voilà, de ce concept d'Amérique, pays d'hommes libres. D'ailleurs, l'hymne américain dit ça, c'est Home of the Free. Voilà, c'est la maison, c'est la patrie des hommes libres. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis attention les amis, ne vous trompez pas. Les Américains sont des businessmen, c'est vrai, ils font des deals un petit peu à la mode de Trump. Mais il n'y a pas que des Trump, il y a aussi des J.D. Vance qui sont des intellectuels, qui sont des penseurs, des idéologues, il n'y a pas que lui d'ailleurs, et ce sont des gens qui peuvent aller très très loin dans la conception de la politique étrangère américaine, mais aussi de la politique nationale. Et donc, ne pensez pas que ce sont des brutes sans cerveau, parce que vous seriez extrêmement déçus par le résultat. Donc, il n'y a pas que des gauchistes qui ont des théories sur le wokisme, le transsexualisme, etc. Il y a aussi des gens de droite qui pensent avec des idéologies assez sophistiquées. Bon, le national-populisme, c'en est une, mais il y a aussi une autre qui s'appelle le techno-libertarianisme, donc porté notamment par Elon Musk. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, et c'est un concept qui est aussi très 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 avancé, à la fois intellectuellement et pratiquement, puisque bon, l'intelligence artificielle, l'Internet à haut débit, Starlink, Internet pour tous, etc. Tout ça, ça fait partie de ce mouvement qui consiste à donner plus de liberté, plus de décentralisation, c'est-à-dire plus de pouvoir entre les mains des responsables locaux. C'est pour ça qu'il y a un mouvement aussi
pas de sécession parce que ce serait un peu exagéré, mais un phénomène comment je pourrais dire, de recentrage vers les États. Hein. N'oubliez pas que les États-Unis, c'est une confédération d'États avec le pouvoir entre les mains des États et le pouvoir résiduel, en théorie, entre les mains de l'État fédéral. Alors évidemment, ça a été bafoué depuis à peu près plus de 100 ans maintenant. Et donc l'État fédéral a réaccumulé beaucoup de pouvoir alors que ça n'était pas prévu par l'esprit de la Constitution. Donc tout ça, c'est les juges et puis le législateur qui s'est beaucoup engagé là-dessus depuis plus de 100 ans. Et moi, je pense que c'est une erreur parce que c'est pas du tout la philosophie. Et ce mouvement-là va probablement provoquer des tensions entre d'un côté les aficionados du gouvernement fédéral qui est central et fort, hein, démocrates, etc. Et d'un autre côté, des gens qui veulent plus de pouvoir entre les mains des États et plus de décentralisation, les technofuturistes, les technolibertariens et aussi les nationaux populistes, les nationaux conservateurs. Bon, donc tout ça c'est intéressant. Il faut savoir que je vais finir par ça, les deux pôles sont très divisés et l'opposition est de plus en plus importante et le gap entre les deux est de plus en plus large. Donc il risque d'y avoir des tensions de plus en plus importantes dans l'avenir. Et alors ça peut déboucher sur quoi ? Bon, je ne sais pas. Alors j'ai parlé tout à l'heure de sécession, ça peut être aussi une guerre civile, ça peut être aussi tout simplement un appareil législatif qui permet aux États d'avoir de plus en plus de pouvoir. Et si moi je veux être dans un État libertarien, je vais rester en Floride. Si je veux un État plus centralisé, plus colbertiste, à l'américaine, c'est-à-dire avec la surveillance et tout ce qui va avec, j'irai plutôt à New York ou en Californie. Même si je souhaite à mes amis californiens et new-yorkais d'avoir plus de liberté et de ne pas être obligé de déménager, mais c'est certain qu'on peut avoir des modulations très très importantes dans cette tendance-là. Donc on verra bien, mais je pense que les Français se trompent à penser que les Américains sont brutaux, etc. Ils sont directs. L'anglais est une langue qui est très directe, et donc ils sont très directs, et notamment quelqu'un comme Donald Trump. C'est son caractère, et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Et c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer. Voilà. En même temps, les choses comme ça, c'est pas du tout. Même les démocrates sont pas comme ça. Ils sont plus biaiseux parce que ce sont des gens ils sont pas extrêmement francs, mais n'empêche qu'ils diront les choses quand il faudra les dire. Et ça, c'est pas le cas des dirigeants européens, notamment des dirigeants français. Voilà. Donc j'espère que ça éclaircit les choses dans vos esprits, pour ceux qui avaient des doutes. Et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt mes amis.